Véronique Delège, on va revenir sur ces sujets. Je le rappelle, vous êtes sénateur LR d'Ille-et-Vilaine, mais d'abord on va regarder les unes de la presse régionale. On en a sélectionné 3. D'abord c'est la une de la Dépêche. Référendum, mais à quoi joue Bayrou? C'est la question, convaincue que les Français peuvent comprendre et soutenir un budget qui leur demandera de nombreux efforts. Le Premier ministre aimerait organiser un référendum. La deuxième une, c'est celle des dernières nouvelles d'Alsace-Allemagne. Les grands défis du nouveau chancelier Merz. Il sera élu aujourd'hui par le Bundestag. Il a présenté hier les priorités de sa coalition basée sur la relance de l'économie et la défense européenne. Et puis la dernière une, c'est celle de Presse Océan sur le ras-le-bol de certains élus locaux. Pourquoi je ne veux plus être maire? C'est le témoignage de la maire de Sorinière, Christelle Scotto, qui démissionne à 1 an des municipales. Quelle une avez-vous envie de commenter? Bien évidemment, Presse Océan, pour parler des maires et rendre hommage aux élus locaux. Vous constatez, vous, ces démissions d'élus locaux de manière plus importante qu'à l'accoutumée sur votre territoire? Moi, ce qui me frappe, c'est que le pays, aujourd'hui, il tient principalement par les élus locaux, par les maires. Parce que si on regarde, au fond, l'état du pays, on voit bien qu'il se délite. Et ce qui reste, ce qui tient le pays, ce sont les communes, ce sont les maires. Et face au poids de cette responsabilité, qui se trouve confronté à une violence de plus en plus forte et aussi une demande de plus en plus forte de la part des administrés, je comprends parfaitement qu'un certain nombre de maires, excusez l'expression, en est profondément ras-le-bol. Et ça montre et ça illustre... Vous prenez ces démissions, ces maires qui choisissent de démissionner? Oui, parce qu'il y a un moment où ils ne sentent plus de solution. Ils ne sentent plus de solution. Ils sentent bien que du côté de l'État, il n'y a pas grand-chose à attendre. Et ils sentent bien que ce qui fait la force de leur engagement n'est pas compris, n'est pas entendu par la population dont ils ont la charge. Je voyais hier soir encore, dans une émission télévisée, un adjoint qui avait été agressé tout simplement parce qu'il rappelait à l'ordre quelques jeunes qui faisaient des rodéos. Il s'est retrouvé totalement tuméfié, les images sont impressionnantes, et donc je peux parfaitement concevoir qu'il y a un moment donné, les élus locaux baissent les bras. Mais ce qui me frappe aussi, c'est que beaucoup, finalement, continuent à se battre, et je faisais le tour dans mon département, beaucoup, même s'ils en ont ras-le-bol, ont envie de s'engager, ont envie d'assurer la succession parce qu'ils ont compris que vraiment le pays aujourd'hui, il tient par les maires, par les élus locaux. Et François Bayrou qui va rencontrer aujourd'hui les élus locaux, une conférence financière des territoires. Est-ce que c'est la bonne méthode? Je suis un peu inquiet lorsque le gouvernement organise des conférences financières. J'ai entendu les propos de François Bayrou hier, expliquant qu'on allait travailler en confiance avec les collectivités territoriales. Mais c'était pour parler du financement des transports. Je ne voudrais pas que, sous couvert d'entretenir un dialogue avec les élus locaux, ce soit une fois de plus pour transférer des charges, pour transférer des problèmes et de dire aux élus locaux, vous savez, les transports c'est très important, on va vous dire comment les organiser, mais pour le financement, vous avez bien compris quel était l'état des finances publiques, débrouillez-vous. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut aborder la question. Faire des conférences de financement, c'est bien, mais on connaît l'état des finances publiques, on connaît l'état du réseau ferré. Il est peut-être temps de prendre des décisions. Sur les finances, justement, le ministre François Rebsamen, il a évoqué l'idée d'une contribution, sorte d'une nouvelle taxe d'habitation. François Bayrou a immédiatement fermé la porte. Est-ce qu'il a eu raison? Est-ce que pour vous, il faut faire revenir une forme de taxe d'habitation? Je pense que la grande erreur, ça a été celle du président Macron qui a coupé le lien entre le financement de nos communes et les habitants. Donc il faudrait créer un impôt local pour vous? Lorsque j'étais maire et qu'on venait me demander quelque chose, j'avais l'habitude de dire aux gens « ça coûte tant, ça veut dire tant d'augmentation de votre taxe d'habitation, potentiellement ». À ce moment-là, il y a un débat qui peut s'organiser, il y a un choix. On peut faire de la pédagogie. Mais à partir du moment où tout est gratuit, je pense que ça devient très compliqué d'expliquer aux administrés qu'à un moment donné, il va falloir que quelqu'un paye. Et ce lien entre les habitants et la commune, c'était la taxe d'habitation. Je pense donc que ce n'est pas complètement stupide de penser qu'il faut recréer ce lien. Maintenant, comment ?
ça devient compliqué parce que toutes les économies que l'État a fait sur le dos des collectivités territoriales, il ne faudrait pas que ce soit à nouveau les collectivités territoriales qui payent 2 fois. Emmanuel Macron qui prendra la parole mardi soir, une grande émission sur TF1 à partir de 20h, et il devrait annoncer notamment les sujets qu'il souhaite soumettre à référendum. Sur quoi il faut faire voter les Français, selon vous? Quel est l'objectif recherché par M. Macron en voulant organiser un référendum? C'est occuper le terrain médiatique, c'est venir contrer son Premier ministre qui a lui aussi une idée de référendum, c'est d'amuser les Français. Je pense que le référendum, c'est un élément de la Constitution qui est un élément sérieux pour faire fonctionner nos institutions. Et donc je pense qu'avant de se poser la question de savoir si on doit ou non organiser un référendum, il faut regarder quelle est la question que l'on veut poser, quel est le sujet que l'on veut poser. Et lorsque le président de la République, au moment de ses vœux, nous a expliqué « je veux réhabiliter le référendum », il ne savait pas quelle était la question qu'il voulait poser. François Bayrou, il dit, lui, il évoque l'idée d'un référendum sur le budget, sur un grand plan de réforme. Ça, pour vous, c'est une bonne idée ou pas? Ce qui me gêne un peu dans la démarche de François Bayrou, c'est que je voudrais revenir aux origines. Le Parlement a été créé sous la Révolution française pour contrôler l'action de l'État, voter le budget et vérifier qu'il est exécuté de façon correcte. Il me semble donc qu'aujourd'hui, c'est au Parlement de travailler sur ces questions-là. Et le débat, il doit être organisé au Parlement. Pas de référendum sur le budget. Mais surtout que je ne vois pas quelle peut être la question. Est-ce que la question, ça va être, est-ce que vous voulez plus de déficit ou moins de déficit? Bon, on voit mal la question posée comme ça. Bon, alors après, ça va être de dire, est-ce que vous voulez moins de dépenses de santé, plus de dépenses militaires, etc. On va rentrer dans quelque chose qui est absolument impossible. Et donc je crains que François Bayrou cherche à gagner du temps, et puis on va se dire les choses très clairement. Il ne veut surtout pas aborder la question au travers d'une loi de finances rectificative parce qu'il a peur de tomber sous le coup d'une motion de censure. Il veut donner l'impression qu'il s'occupe du déficit public. Alors lançons l'idée du référendum. Emmanuel Macron qui s'est exprimé hier sur le sujet de la fin de vie. La semaine prochaine, l'Assemblée nationale va entamer en séance l'examen de ce texte et le chef de l'État a pris la parole sur le sujet. C'était hier soir devant les francs-maçons de la Grande Loge de France. On l'écoute. Le débat résolument ne peut être réduit à la question de savoir si on est pour la vie ou contre la vie, ou si d'un côté il y aurait un humanisme qui voudrait le traitement et de l'autre l'abandon à la mort simplement. Non, comme vous l'avez bien posé, c'est la question du rapport à la mort aussi, à la souffrance et à la dignité humaine jusqu'à la dernière seconde. Et j'ai peur que parfois dans nos débats, des choses se précipitent qui oublient l'épaisseur et la grande difficulté, parfois aussi, de simplement penser le moindre mal. C'est pas la question, le débat de la pour ou contre la vie, c'est penser la question du moindre mal. C'est comme ça que vous allez aborder l'examen de ce texte? Personnellement, non. Je suis assez choqué qu'on puisse parler de la mort avec le moindre mal. Je pense que c'est une erreur de vouloir judiciariser la mort. Je pense que ce n'est pas le rôle du Parlement et que nous sommes dans une évolution anthropologique qui me paraît terriblement périlleuse. Je pense que, comme m'avait enseigné mon prof de philosophie, dans son dernier cours, il nous avait dit « si vous deviez retenir qu'une seule chose, c'est qu'à un moment donné, on pense seul et on meurt seul. » Eh bien, je trouve que c'est très dangereux de vouloir judiciariser la mort et de faire une loi autour de la mort. Donc vous allez la mort, c'est un problème. Vous allez vous opposer à ce texte ? C'est un problème de conscience. C'est pas à l'État d'aller expliquer quelle est la bonne ou la mauvaise mort. Vous allez vous opposer à ce texte, à ces textes, parce qu'il y a deux textes, un texte sur les soins palliatifs, un texte sur l'aide active à mourir. Quelle va être votre position ? Bien évidemment, je pense qu'il faut mettre en place les soins palliatifs. La loi Claes-Leonetti les a prévus.
Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas financés. Donc la question, c'est même pas de faire évoluer la loi Claes-Leonetti, c'est de la financer. Ça, c'est un sujet qui est un sujet de fraternité et de solidarité. Donc vous voterez plutôt cette partie soins palliatifs ? Je voterai bien évidemment la loi sur les soins palliatifs. En l'état, je ne peux pas voter la loi telle qu'elle semble vouloir sortir de l'Assemblée nationale. Vous êtes président, on l'a dit, du groupe interparlementaire d'amitié France-Saint-Siège ici au Sénat et vous étiez présent à l'enterrement du pape François. Demain s'ouvre le conclave pour élire son successeur. Alors comment cela va se passer ? Les explications de Stéphane Duguet qui nous rejoint. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, bonjour Dominique Delège. Bonjour. Et Stéphane, on va donc parler avec vous du conclave qui s'ouvre demain au Vatican. Pour qu'on comprenne bien Stéphane, comment il va se dérouler ce conclave ? Alors demain après-midi à 16h30, les cardinaux vont se réunir dans la chapelle Sixtine à huis clos, sans contact avec l'extérieur, pour élire le pape, le prochain pape qui se trouve parmi les votants. Un premier tour aura lieu mercredi soir, ensuite ce sera 2 tours par demi-journée. Si aucun candidat n'a reçu au moins 2/3 des voix, l'élection continue. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, Oriane, des réunions dites de congrégation générale sont organisées. 179 cardinaux échangent et écoutent les potentiels futurs papes, les fameux papabili. 179 cardinaux lors de ces réunions, mais ils seront bien moins nombreux à voter. Oui, seulement 135 sont des cardinaux électeurs parce que les votants doivent être âgés de moins de 80 ans. Alors on sait déjà que sur ces 135 cardinaux, 2 seront absents et ça a son importance parce que, je vous le disais tout à l'heure, pour être élu, le futur pape doit recueillir 2/3 des voix, soit 89 voix en comptant les absents. Et parmi ces cardinaux électeurs, il y a une large majorité qui a été choisie par le pape François. 108 sur 133, rien que ça. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que ces cardinaux voteront tous de la même manière. Ils viennent de pays différents, ont des cultures différentes, ne se connaissent d'ailleurs pas forcément tous entre eux, donc le suspense reste entier. Justement, qui sont les principaux candidats pressentis pour devenir pape ? Une quinzaine de cardinaux sont pressentis, chacun tenant des positions différentes sur l'orientation que doit prendre l'Église. Quelques exemples que vous avez derrière moi. L'un des favoris, c'est l'actuel numéro 2 du Vatican, Pietro Parolin, bras droit du pape, fin connaisseur de l'administration du Saint-Siège. Il y a aussi Pier Battista Pizzaballa, italien mais patriarche de Jérusalem, très actif diplomatiquement pour appeler à la paix entre le Hamas et Israël. Autre nom d'un proche de François, italien encore, Matteo Zuppi. Il était son émissaire en Ukraine et un nom français, celui-là, Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. Alors ça, c'est pour les plus progressistes. Il y a aussi des candidats plus conservateurs ? Oui, plus critiques du bilan du pape François. Citons ici l'archevêque de Budapest, le Hongrois Peter Erdő. Il y a aussi sur le continent africain Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, très critique par exemple sur l'ouverture de l'Église aux personnes homosexuelles, ou encore Robert Sarah, cardinal guinéen, lui aussi très conservateur. Vous le disiez, Oriane, Dominique Delège, vous êtes le président du groupe d'amitié France-Vatican. Est-ce que vous avez une préférence, vous, parmi ces quinzaines de papabili et de futurs papes possibles ? Quand on parle de l'élection du pape, on a souvent tendance à vouloir faire la comparaison avec l'élection du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, voire du président de la République. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. D'abord parce que dans cette élection, il n'y a pas de candidat. La deuxième chose qui est très particulière, c'est qu'il n'y a pas de durée du mandat. Donc plus vous prenez un cardinal jeune, plus il risque potentiellement de siéger longtemps. Chacun se souvient de la durée du pontificat de Jean-Paul II, pratiquement un quart de siècle. Il avait 58 ans quand il a été... Bon, vous pensez que ça ne sera pas un jeune ? C'est fini ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Troisièmement, on a un rapport au temps dans le monde laïque qui n'est pas tout à fait le même que celui du monde de l'Église, qui croit en l'éternité. Et comme le rappelait Monseigneur Aveline récemment, il ne s'agit pas d'élire un successeur au pape François, mais d'élire un successeur à Pierre, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et justement, cette élection du successeur, elle peut prendre longtemps. Alors, le pape François, lui, ça avait duré 3 jours, mais Jean XXIII, en 1958, ça avait duré 11 tours. Vous pensez qu'il faut que ça aille vite pour que l'Église ne montre pas ses divisions ? Je ne pense pas que ce soit le sujet. Vous savez, c'est... Excusez la comparaison, c'est lorsque vous passez votre baccalauréat, on ne vous demande pas si vous l'avez eu avec mention bien ou très bien. Donc là, le jour où le pape sera élu, il sera élu.
On dira, bon, ça a duré 3 jours ou ça a duré 24 heures, mais il reste le pape et dans le fonctionnement de l'Église, je pense que ça n'a pas d'importance. Et regardez, Jean XXIII, ça a peut-être mis très longtemps, c'est lui qui a lancé la réforme de l'Église, la grande réforme qui est Vatican II. Donc je ne pense pas que la durée du conclave influe sur le fonctionnement futur de l'Église. Est-ce que vous pensez qu'un Français a une chance d'être élu? Stéphane citait Jean-Marc Aveline. Vous pensez qu'il y a des chances que ce soit lui? En tant que Français, on est tous un peu chauvins et on serait très content que ce soit Monseigneur Aveline, mais ça ne fonctionne pas comme ça, encore une fois. L'Église catholique, par définition, catholique, elle est universelle. Donc nous, on a tendance à lire les choses par le prisme français. Mais moi, j'étais frappé quand j'étais aux obsèques du pape François, le plus petit État du monde qui réunit un plateau aussi important de personnalités du monde entier. Donc c'est cette vision universelle qui compte pour les cardinaux et les hommes d'Église. Et puis il faut rajouter quelque chose auquel nous ne sommes peut-être pas habitués les uns et les autres, mais les cardinaux y croient, c'est l'Esprit Saint. Bon, on considère que l'élection, le choix, il est éclairé par le Tout-Puissant, par Dieu lui-même au travers de l'Esprit Saint. Donc il y a toutes ces données-là qui font que on ne peut pas raisonner tout à fait comme si on était sur une élection d'un personnage politique ou d'un président d'association. Et vous pensez que ce sera un pape européen ou pas forcément? Je pense qu'on ira plutôt vers un pape européen. Je ne sens pas de personnalité extérieure à l'Europe se dégager. Et après l'expérience argentine, je crois qu'il y a consensus plutôt pour aller vers un pape européen. Et justement, quel rôle diplomatique, selon vous, va devoir jouer le prochain pape? Sur quel sujet il va devoir se positionner? C'est certain que le conflit aujourd'hui au Moyen-Orient, et c'est une des raisons pour lesquelles sans doute le patriarche de Jérusalem est souvent cité, ça aurait une symbolique très, très forte, un peu comme a pu l'avoir Jean-Paul II lorsqu'il a été élu, et ça a entraîné la chute du mur. On se souvient du rôle joué par le Vatican dans les relations États-Unis-La Havane. Donc le Vatican a ceci de particulier, c'est que c'est l'État du monde aussi qui a le plus de personnalités diplomatiques accréditées auprès de lui. Et il a ce réseau des catholiques qui fait qu'il y a une information qui remonte au Vatican, qui passe par des canaux qui sont un peu particuliers, qui ne sont pas les canaux des États en tant que tels, mais des populations qui composent l'Église catholique. Et si c'est un pape plus conservateur, comme je disais tout à l'heure dans la chronique, est-ce que vous pensez qu'il pourra réellement revenir sur certaines avancées qu'a permis le pape François, par exemple? C'est très curieux, cette classification conservateur-progressiste. Voilà. Il faut classer le pape François du côté des progressistes, voire des gauchistes, au motif qu'il a eu un discours très fort sur les migrants. C'est un pape qui a eu des paroles très fortes sur les questions éthiques de fin de vie et de l'avortement, et des paroles autrement plus fortes que celles du conservateur Benoît XVI. Donc là encore, je trouve qu'on a trop tendance à vouloir classer nos papes en progressistes et conservateurs. Il faut lire, me semble-t-il, l'histoire de l'Église et l'histoire des papes dans la durée. Ouais. Jean XXIII, c'est Vatican II. Jean-Paul II, c'est l'ouverture au monde. C'est la lutte contre l'athéisme communiste. La réponse, ça a été François sur la dénonciation d'un capitalisme débridé. Donc vous voyez, je pense qu'il faut avoir cette lecture dans la durée et pas simplement sur l'instant, on va trouver un successeur à François. C'est pas comme ça que ça se passe. Sur les migrants, vous en parliez, le pape François, il avait des positions très différentes des LR. Notamment, il avait dit sur la Méditerranée, il avait appelé à ne pas faire de Mare Nostrum, Mare Mortum. Est-ce que vous entendiez ce discours ? Bien évidemment, qu'est-ce que vous voulez que le pape tienne comme discours autre que celui-là, qui est forcément l'accueil des migrants? Pour autant,
Le pape n'a jamais dit qu'il y avait un droit à migrer. Il a simplement dit qu'il faut accueillir. Et ce que répond le politique, et c'est ça la séparation entre l'Église et la République, ce que répond le politique, c'est que, bien évidemment, il faut accueillir, mais il faut organiser cet accueil. On ne peut pas accueillir tout le monde au risque de ne pas pouvoir les intégrer. Et donc, il y a un message qui est le message de la prise en compte des migrants, et puis après, il y a la traduction pour les politiques de cet accueil dans des conditions dignes. Et il ne s'agit pas de vouloir attirer tout le monde chez soi en se disant, puisqu'aujourd'hui on vit mieux chez nous qu'à côté, nous n'avons qu'à accueillir tout le monde. C'est pas ça le message de l'Église. Et c'est pas ça l'obligation morale qui est la nôtre. Vous êtes président, on l'a dit, du groupe d'amitié France-Saint-Siège. Est-ce que vous espérez que le prochain pape soit peut-être plus proche de la France que ne l'était le pape François ? Évidemment, on est chauvin. Voilà, on aurait aimé que le pape vienne pour la réouverture de Notre-Dame. Alors, c'est un peu curieux quand même, la France, parce que nous sommes quand même les champions de la laïcité et nous revendiquons en même temps une relation particulière avec le Vatican au titre de la France, fille aînée de l'Église. Nous sommes pleins de contradictions dans cette affaire. Merci Stéphane, à tout à l'heure. À tout à l'heure, on parlera des propositions sénatoriales pour limiter le droit de grève dans les transports publics. Et on y revient tout à l'heure dans le club. Un mot sur l'actualité politique, on va parler de ce qui se passe dans votre parti, le duel Bruno Retailleau-Laurent Wauquiez. Mais d'abord, on l'a entendu dans le journal, Bruno Retailleau qui appelle à durcir les critères de naturalisation. Il appelle les préfets à être très très exigeants sur les naturalisations. Vous approuvez cette politique ? Bien sûr, parce qu'il y en a besoin. Et moi, ce que j'apprécie chez Bruno Retailleau, c'est que c'est le premier, sans doute, depuis très longtemps, qui tient le même discours en étant, je dirais, en opposition et en étant en responsabilité. Le grand problème de la droite, c'est qu'on a toujours eu un discours pour expliquer ce qu'on allait faire si on arrivait au pouvoir. Et en arrivant au pouvoir, on oubliait de le faire. Et bien, donc vous payez encore le quinquennat de Nicolas Sarkozy pour vous ? Ça a été, c'est vrai, un peu une déception. Bon. Et moi, ce qui me frappe chez Bruno Retailleau, c'est qu'aujourd'hui, il tient exactement le même discours que celui qu'il tenait au Sénat. Et non seulement il tient le même discours, mais il met en acte ce discours dans un contexte quand même très particulier, à savoir celui où nous n'avons pas véritablement de majorité, et dans un contexte où je ne suis pas sûr que ces prises de position soient totalement applaudies par l'ensemble de ses collègues du gouvernement. Et est-ce qu'on va aller à Rennes dans quelques secondes, est-ce que pour vous, Bruno Retailleau ou le 1LR doit être candidat à la présidentielle, ou est-ce qu'il faut un candidat commun du bloc central ? Vous savez, je pense que le positionnement de Bruno Retailleau, son mode de fonctionnement, c'est que là où il est en responsabilité, il fait le boulot pour lequel il a été désigné. Après, ce sera une autre étape. Allez, on va terminer en allant chez vous. À Rennes, on retrouve Stéphane Beignet, directeur de l'information de TV Rennes. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous. La ville de Rennes qui défraie la chronique ces derniers temps avec des fusillades en pleine rue sur fond de trafic de drogue. Oui, 7 épisodes de tirs depuis décembre 2024 et des nouveaux tirs à Rennes. C'était samedi vers 19h30 dans le quartier de Villejean. C'est un quartier qui abrite, il faut le dire, entre autres, l'université de Rennes 2. Samedi, 2 jeunes ont été blessés par balle aux jambes et aux genoux. 14 douilles de type Kalachnikov ont été retrouvées. Les 3 assaillants présumés ont été interpellés très rapidement par la brigade anticriminalité, la BAC. C'est un nouvel épisode, Oriane, qu'il faut signaler, qui arrive après une fusillade qui a beaucoup marqué les esprits. C'était le jeudi 17 avril en fin d'après-midi. Là encore, 3 hommes armés arrivent sur la dalle Kennedy. Ils ouvrent le feu dans un restaurant Subway, faisant 4 blessés avant d'être là encore rapidement interpellés. Alors ce sont 2 faits divers liés au narcotrafic. C'est la défense de points de deal qui est un peu en filigrane. Il faut dire que c'est particulièrement lucratif, entre 20 000 et 100 000 euros par jour. Et a priori, il s'agirait peut-être de bandes locales face à des bandes extérieures à la Bretagne qui se disputent ces points de deal. Sénateur Dominique Delège, bonjour. La question que j'ai envie de vous poser, c'est entre la maire socialiste de Rennes, Nathalie Appéré, qui demande à l'État plus de moyens humains pour assurer
la sécurité dans sa ville et principalement l'opposition municipale qui demande un plan clair, fort et immédiat en renforçant la police municipale et la vidéoprotection. On fait quoi et comment pour sortir de cette spirale, sénateur ? Monsieur Beignet, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous lorsque vous dites fait divers. Ça fait maintenant de nombreuses années que la ville de Rennes connaît ces violences, et singulièrement depuis 1 an, puisque vous vous souvenez que dans le quartier du Blône, on avait déjà eu une fusillade qui avait duré près d'1 heure et qui s'était terminée par une course-poursuite sur l'autoroute avec des blessés dans le secteur de Cogles, à côté de Fougères. Vous vous souvenez qu'au mois de novembre, le ministre Retailleau était venu à la suite encore d'agressions, et vous évoquiez à l'instant celles qui ont eu lieu à Villejean. Donc vous voyez bien, ce ne sont plus des faits divers, c'est un mal terriblement profond qui gangrène la ville de Rennes. Alors j'entends les demandes de Madame Appéré. Elle a raison, bien évidemment, d'appeler à la rescousse l'État, mais je me souviens d'une période où Madame Appéré ou ses prédécesseurs étaient en conflit, en bisbille, avec la préfète de l'époque qui cherchait à mettre bon ordre dans la rue de la Soif. Et je me souviens encore d'un certain nombre de ces élus qui considéraient qu'il fallait dépénaliser la drogue. Donc je crois qu'à un moment donné, on récolte malheureusement ce qu'on a semé. Merci beaucoup. Merci Stéphane Beignet d'avoir été avec nous, directeur de l'information de TVRN. Et merci Dominique Delège. Merci d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. On va accueillir notre prochaine invitée. C'est la ministre Agnès Pannier-Runacher qui nous rejoint.